et la DRAC qui nous soutiennent dans cette manifestation que nous vous proposons donc pour la 13e année consécutive. Ce soir, nous accueillons Gérard Huette, qui a fondé il y a 40 ans un atelier avec un ami, Francis Cardette, avec lequel il avait fait ses études. Et depuis 1993 a été créée l'agence Cardette Huette à Toulouse. Donc une agence assez importante parce que je crois qu'elle est classée 8e à l'heure actuelle parmi les agences d'architecture en France. Donc Gérard Huette, pour certains d'entre vous, vous le connaissez pour 2 raisons. Il a été architecte d'État. Il a longtemps, pendant plusieurs années, je ne sais plus combien, mais de nombreuses années. Trop longtemps. Ah non, pas assez longtemps. Travaillé donc dans le département du Gard. Et d'autre part, il nous a déjà donné 2 conférences dans le cadre de ces cycles. Une sur l'usine d'assemblage de l'Airbus A380 qu'a réalisé l'agence et une autre sur Chandigarh. Donc ce soir, nous avons le plaisir et nous le remercions vivement de l'accueillir à nouveau pour nous présenter cette université Jean Jaurès à Toulouse, ce grand projet d'université qui avait à l'origine été construite par Candilis. Et donc toute la question qui a été posée, c'était fallait-il patrimonialiser Candilis ou non, compte tenu des évolutions liées à la fois au nombre d'étudiants accueillis dans cette université, aux nécessaires mises aux normes actuelles, aux évolutions donc dans l'enseignement et dans les nouvelles technologies. Donc c'est toute cette aventure-là dont va vous parler Gérard Huette, et je vous remercie par avance de votre attention. Vous trouverez à l'accueil ce document. C'est quelques pages qui vous permettront de garder un document de Gérard Huette sur la conférence. Tu préfères comme ça? Bon, après, je vais m'asseoir. Oui, bonsoir à tous et pardon de vous occuper aussi régulièrement, mais Anne-Marie a un charme irrésistible, donc j'ai du mal à dire non. D'autant que le sujet dont on va parler est passionnant, et puis je vais me livrer avec beaucoup de simplicité sur cette approche, parce que c'est vraiment une question qui nous a été posée, et j'expliquerai le pourquoi et le comment des conclusions qui en ont été faites, au moins par nous, puisqu'au fond, elle pose effectivement avec beaucoup d'acuité le problème de la patrimonialisation de l'architecture du XXe siècle, qui est un véritable challenge sur lequel on a peu de références. Le problème de l'historiographie, de tout ceci est complexe. Je ne sais pas très bien comment on arrive à conceptualiser cet ensemble de préoccupations. Dans le cas présent, donc Anne-Marie, merci de cet accueil. Merci à tous les gens que je connais ici. Effectivement, j'ai pas mal œuvré, je crois, pendant 9 ans, et Jean-Pierre Second, près de qui j'ai travaillé, directeur de la DDTM, m'a accueilli longuement, 9 ans, et aujourd'hui, je fais le même boulot en Corse du Sud, notre territoire, avec d'autres singularités, aussi des problèmes de patrimonialisation, et qui ont un caractère un peu différent. Voilà, donc reconstruire l'université Toulouse-Le Mirail, qui a été rebaptisée il y a 2 ans Université Jean Jaurès. Vraie longue question, et d'autant que, si vous voulez, elle relève pour nous d'un concours, puisque bien sûr c'est des financements, même si c'est un financement privé, parce que ce concours il se fait dans une procédure très singulière qui s'appelle le partenariat public-privé. C'est le plus gros projet en partenariat public-privé lié à l'enseignement qui a été réalisé. Bien sûr, on va faire un peu de datation. Cette consultation a été lancée sous la maîtrise de Madame Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur. Donc vous voyez l'appartenance politique, vous voyez aussi le choix de la procédure.
Entre-temps, nouvelle élection, M. Hollande président, et c'est des procédures qui aujourd'hui ont été plutôt mises au rencard et au placard, même si elles peuvent porter des vertus, mais elles posent aussi d'autres questions. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'au fond, le choix de la procédure est déterminant dans notre posture d'architecte. Je pense que je vais vous expliquer que j'ai vécu ce projet avec beaucoup d'ambiguïté personnelle, parce que j'étais à titre personnel, d'abord j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai vu cette université se construire, même si après j'ai fini mes études aux États-Unis. Je l'ai vu quand même se construire, donc il y a une sorte d'attachement, d'autant que cette université, elle s'est faite sur les concepts des années 68, après 68, Edgar Faure, ministre de l'Éducation nationale. Bon, ça vous parle, hein, tout ce type de choses. Dont l'idée que l'université, c'est un lieu d'abord de liberté avant que celui de transmettre. Et la transmission se faisait dans la liberté, dans les transversalités horizontales, et pas dans la départementalisation des connaissances. Donc toute une thématique très particulière, très engagée politiquement. Et cet héritage-là me touche beaucoup. J'ai beaucoup milité à titre personnel. Je suis intervenu dans un colloque sur l'histoire des universités bien avant ce concours, en tant qu'un militant forcené de garder le candidat. Et je suis arrivé dans une sorte de paradoxe aujourd'hui à dire qu'il fallait démolir. Donc, vous voyez un peu le saut de l'ange qu'il faut faire. Donc écoutez, ce concours a été porté sous l'égide dans une procédure PPP. Dans une procédure PPP, vous mobilisez à la fois des partenaires, bien sûr, qui portent le financement, qui portent bien sûr le problème de la conception, le projet, et qui portent aussi le problème de la maintenance dans le cadre d'un contrat qui, dans le cadre d'un PPP traditionnel, est duré 30 ans. C'est-à-dire que la société privée, dans le cas présent, société qui s'appelle Vinci, vous ne pouvez pas échapper, nous étions 5 concurrents mobilisés sur ce concours, les grands majors du bâtiment, dont Bouygues, Vinci, Eiffage, le groupe Faya et une financière. Chacun avait des équipes monumentales d'architectes, de maîtres d'œuvre, de sociologues, enfin, et j'en passe. Donc, une procédure complexe, très lourde. Ce PPP s'est déroulé sur une période de 2 ans. La compétition en dialogue compétitif a duré 1 an. Je pense pouvoir vous dire que la dépense que chaque équipe a portée pour ce concours a tourné au plus d'1 million d'euros. Je vous montrerai les documents qui sont... Vous verrez bien après ce qui nous a été demandé. Donc une mobilisation très importante de réflexion. Sur le déroulement de cette procédure, c'est une fois que nous avons rendu, je pense qu'on a dû avoir 6 mois pour produire nos études. Donc vous pensez bien que le niveau d'études est extrêmement élevé parce que la proposition finalisée qui abonde, qui amène à une contractualisation, et une contractualisation qui porte sur une durée de 30 ans, le positionnement de la virgule a des incidences financières considérables. Donc il y avait 4 thématiques qui étaient portées dans le contrat, à savoir un développement architectural, à savoir un développement technique, à savoir un développement juridique et bien sûr en dernier lieu un développement financier. J'ai la modestie de vous dire que nous ne sommes intervenus que dans le développement, dans les problématiques d'ordre architectural et technique, le reste nous ayant largement dépassé. La société Vinci s'étant entourée des meilleurs experts que l'on peut trouver au plan européen. La partie juridique était portée par des avocats anglais qui coûtaient 7 000 € par jour. Là, chaque déplacement frais compris. Ça vous montre la notion des mobilisations, des moyens et des compétences dans ce cadre-là. Voilà. Donc, comment aborder cette question? C'est un projet formidable pour un architecte d'avoir à penser des locaux d'enseignement, des locaux universitaires. Je pense que c'est peut-être un des plus beaux projets que j'ai eu à porter à titre personnel, parce qu'au fond, c'est gérer un héritage et tellement anticiper l'avenir qui est le nôtre, et puis ceux qui vont nous succéder. Donc c'est une problématique, me semble-t-il, importante. Donc vous imaginez que sur un concours de cette nature, bien sûr, le maître d'ouvrage, qui est l'université, les universités aujourd'hui sont des organismes autonomes. Hein. Je ne sais plus de quand la date de leur autonomie a été votée à l'Assemblée nationale. Donc c'est un organisme qui est en pleine possession de ses prérogatives. Bien sûr, elle se sert de la tutelle des ministères pour apporter les compétences qui lui sont nécessaires. Mais enfin, elle a l'autorité de sa décision. Et elle l'assume. Je présume que c'est
d'une manière concertée que le choix de la procédure PPP a été fait entre la présidence de l'université et le ministère de tutelle. Alors, sur ce sujet-là, l'université, préalablement, si vous voulez, a réalisé de nombreuses études, en particulier une étude de programmation, dont une étude de programmation qui fait état de son besoin dimensionnel, quantitatif et je ne sais. Et bien sûr, parallèlement, de ses prérogatives techniques, dans quel cadre voulait-elle situer le projet qui était le sien. Bon, voilà le cadrage de l'opération à laquelle nous étions confrontés et nous avons commencé à travailler sur la prise en charge, la lecture du programme qui était proposé. Le sujet en question, l'Université du Mirail, c'est aujourd'hui 25 000 étudiants. Toulouse est la deuxième ville française en termes universitaires après Paris, 110 000 ou 115 000 étudiants. Ça a des répercussions énormes sur la cité, sur la ville. L'Université du Mirail, c'est 25 000 étudiants, dont c'est une université essentiellement sur les sciences molles, hein, donc les langues, la littérature, les arts, la sociologie, voilà. Donc tout l'ensemble de ces choses, ça n'a strictement rien à voir avec les sciences dures, qui est sur un autre site universitaire qui s'appelle Rangueil à Toulouse. Voilà. Donc commencez à lire le programme. Bon, le programme, c'est toujours une expression quantitative. Pour des UFR, il faut tant de mètres carrés, avec telle typologie de locaux. Et donc, c'est un côté un peu indigeste, ce type de choses, mais il faut y passer, parce que de toute façon, la proposition, elle repose beaucoup là-dessus, sur cette compréhension des choses. Je ne sais plus, mais enfin, au bout d'une quinzaine de jours, 3 semaines d'échanges divers. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce concours, nous l'avons porté avec 2 agences d'architecture, l'atelier Vallot-d'Épistre, atelier parisien, et Cardet-Huet à Toulouse. Et je tiens d'ailleurs, j'ai porté personnellement ce projet avec Jean Pistre, hein, donc, et nos 2 chefs de projet des 2 agences, Alain Nègre chez Jean Pistre et Marc Laroulandi chez Cardet-Huet, plus les équipes bien sûr. Voilà. Nécessaire, en gros, pour vous dire, ça mobilise, pendant 1 an, ça a mobilisé 10 personnes, à temps plein, à peu près régulièrement. Avec peut-être des fluctuations par moment. Mais... Donc la lecture du programme nous finit par nous dire que... Enfin, à titre personnel, je me suis senti un peu court parce que je ne voyais pas dans l'expression programmatique la nature à me reposer. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement aujourd'hui? Quelle est la nature au-delà de la nature? Comment l'enseignement se met en œuvre? Comment le savoir se constitue? Comment le savoir se divulgue? Ce sont des questions, me semble-t-il, énormes qui sous-tendent le moindre trait de crayon. Et je confesse modestement que j'essaie d'être architecte, tous les jours un peu mieux, et que je confesse aussi que plus les jours passent, plus je considère que c'est difficile. Et au bout d'un certain temps, je me suis tourné vers les gens de chez Vinci en me disant on est trop rapidement à essayer d'avoir une réponse précise à la question qui nous est posée, sans prendre de la distance nécessaire, de manière à mesurer où étaient les seuils de transgression des éléments programmatiques. Parce que j'ai la modestie de penser que l'architecture, elle commence quand on agit sur les seuils de la transgression. Mais une fois que cette question, je l'aborde auprès de Vinci, et on l'aborde de manière collective avec Jean Pistre, les gens de Vinci, qui sont des gens pragmatiques, hein, ils cherchent à couler du béton, et à couler du béton dans les conditions économiques qui leur sont les plus favorables. Il pose la question de savoir ce que je voulais dire. Et bon, vous savez, les choses se font aussi fortuitement. Les conditions de la sérendipité sont telles que la veille ou l'avant-veille de cette rencontre, j'étais en voiture, je ne sais où, et j'écoutais sur France Culture une interview de Michel Serres, avec beaucoup d'acuité, parce que autant sa voix et que l'expression de ses propos nous touche tous collectivement par la simplicité de l'expression et en même temps la puissance de la réflexion que ça opère. Et je dis, tout sous le ton de la boutade à Vinci, mais ce qui serait bien, c'est qu'on mette comme sapiteur dans notre équipe un type comme Michel Serres, parce qu'il a une double version. Il a été pendant 30 ans... enseignant à Stanford, plus brillante université américaine. Je sais qu'il a été, sous Madame Cresson, il a commandité un rapport important sur l'évolution de l'enseignement,
auquel j'ai eu accès, comme tout un chacun pouvait l'avoir. Bon. Et la réponse de Vinci, qui n'a pas été immédiate, m'a fait le lendemain, il me dit, mais si tu veux, on rencontre Michel Serres dans les jours qui viennent. Et donc, nous voilà avec Jean Pistre chez Michel Serres. Entre-temps, Vinci lui avait adressé le programme et la question posée, et Michel Serres nous accueille d'une manière formidable et gentille, comme il sait l'être, avec une seule réflexion. Il nous dit, ce qu'on vous demande de construire, c'est l'université de Gutenberg. Ça vous trouble un peu quand même. Et puis, on essaie de savoir ce que ça veut dire au-delà du propos. La question est la suivante, la réponse est la suivante. Il n'opère pas une réponse technique, hein. La réponse technique nous appartient. Il dit, je vous livre deux réflexions. Qu'est-ce que c'est que le savoir? Très bien. Première des questions, on est aussi sec que la question qu'il nous pose. Comment se transmet-il? Et puis à qui? À qui? Ben, c'est l'individu. L'individu, c'est à la fois une tête et un corps, indissociable. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, au-delà, alors vous essayez de préciser un peu maladroitement tout le propos, et il vous dit que le programme qui s'exprime là est un programme qui répond à une temporalité qui est celle de l'exigence et du besoin du moment, et que ce moment, dans l'ère du numérique et de la connectique, il n'a de valeur que l'instant où il est écrit. Et que je pense que même à l'heure où on s'exprime, il était déjà dépassé. Donc la question qu'il nous pose derrière ça, c'est de dire, vous avez à répondre à cette problématique, de savoir, de formuler une réponse immédiate à la question que vous avez posée, mais de la poser dans un terme où elle est capable de largement évoluer. La réponse technique ne m'appartient pas, elle vous appartient. À vous, architecte, c'est à vous de traduire cette question. Voilà. Donc, à partir de là, vous rebattez la copie, hein, et vous relisez, vous reprenez le programme et vous ne le relisez pas de la même façon. Ça me paraît, ça nous a paru extrêmement important, et ce qui nous a fait dessiner un projet complètement différent de ce qu'on avait imaginé faire. Voilà. Donc, ces quelques propos pour vous cadrer un peu la manière dont on a eu à traiter de cette question. Donc, maintenant, je vais vous montrer les quelques images. Donc, vous voyez l'image qui est aujourd'hui l'image projetée, la maquette numérique est projetée. L'histoire du site du Mirail, donc vous avez tous entendu parler de cette ville formidable qui est Toulouse-le-Mirail. C'est une ville nouvelle, donc des années 60, hein. Ville de 100 000 habitants, qui assurait toute la capacité démographique de l'évolution de la ville de Toulouse, et qui est une ville hors les murs historiques. Donc la ville de Toulouse-le-Mirail s'est construite, c'est l'équipe Candelis, Josic et Woods qui ont remporté ce concours. C'est un des très grands concours de ces époques-là. Bon, bien sûr, l'équipe Candelis, Josic et Woods, c'est une équipe d'architectes dont dans le Nîmois et dans le Gard, il y a beaucoup de constructions, hein, notamment à Bagnols-sur-Cèze, mais Candelis a construit partout. Candelis a été un élève, a travaillé chez Le Corbusier, il était même le responsable de l'édification de la cité radieuse à Marseille. Bon, et dans les années, si vous voulez, les théories architecturales de l'époque d'après-guerre, et d'avant-guerre et d'après-guerre, qui étaient les chartes d'Athènes, ont largement évolué à travers une équipe fédérée de dissidents de chartes d'Athènes, une sorte de groupement qui s'appelait le Team 10, qui regroupait, comme son nom l'équipe de 10 architectes, dont vous aviez des Anglais qui s'appelaient Smithson, Bakema en Hollande, Candelis en France et d'autres. Voilà. Et ces gens, par rapport à la charte d'Athènes, ont remis l'homme au milieu de la question, l'individu au milieu de la question par rapport au terme purement fonctionnaliste porté par la charte d'Athènes et pour simplifier par Le Corbusier. Voilà, dans la question qui nous est posée ici, à travers l'université, la première des choses que l'on a commencé à regarder, c'est de regarder, sans que ce soit des modèles, ce que regarder que dans les universités mondiales, quels étaient les rapports à la densité, le nombre d'étudiants, nombre de mètres carrés construits. Vous voyez que bon, ça ne nous sert pas à grand-chose, si vous voulez, immédiatement, mais ça, quand même, ça réinterroge notre manière d'aborder la question. Donc les chiffres sont incroyables, hein. Regardez, Harvard, 21 000 étudiants, 1 500 000 mètres carrés.
voyez le rapport de surface dédié à l'enseignement, au one-to-one ou au together. Regardez ce que ça veut dire au Mirail, 26 000 étudiants aujourd'hui, 130 000 mètres carrés. Vous faites ces rapports-là, ça n'amène pas grand-chose sur la réponse que l'on fournit, mais ça éclaire, au fond, les choix politiques qui sont portés par le pouvoir, de manière à ce que le savoir se divulgue. Deuxième question, on s'est livré rapidement à une réflexion sur les différentes typologies des modèles universitaires. Vous en avez de nombreux. Vous voyez donc le modèle Mexico, qui est le modèle, ce qu'on appelle le modèle en collier, les campus verticales, hein, comme Moscou l'a largement traité. Vous avez les modèles radiants, c'est l'université en Chine, les modèles en grappe. Enfin, vous avez de nombreuses typologies qui sont à votre disposition pour traiter de ce sujet. Continue les cloîtres, hein, les réseaux et les cours avec les différentes universités, Stanford, hein, la distribution linéaire, les cours urbaines, et après l'université en réseau. Et nous sommes réellement là, au cœur de la typologie la plus contemporaine en mode universitaire. Vous avez en haut Jussieu, la Freie Université de Berlin, qui est la sœur jumelle de l'université de Candélis, a construit à Toulouse, mais construite à l'allemande, dernièrement rénovée, construite à la fois par Candélis et Jean Prouvé. Et puis Toulouse-le-Mirail, que vous avez dessous, et bien sûr EFL, qui est l'université de Lausanne, où nos confrères de Sana viennent de réaliser un bâtiment assez somptueux sur les 4 ou 5 dernières années. Donc toujours pareil, ce sont des matériaux qui nourrissent nos réflexions. Voilà les fondateurs du Team 10, hein, Georges Candélis, grec d'origine, passé par Bakou. En fait, c'est un personnage que sa jeunesse a transporté dans tous les coins de l'Europe. Alexis Josic, un Yougoslave, et Sardrachus, un Américain qui était à la fois architecte et à la fois philosophe. C'est cette équipe-là qui ont gagné le concours du Mirail et bien sûr, à l'intérieur du concours du Mirail, mis en œuvre l'université. La présentation du positionnement de la ville du Mirail à travers Toulouse, hein, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc une ville de Toulouse, qui est une ville du Mirail, qui était censée accueillir 100 000 personnes, donc qui était les chiffres pronostiqués à l'époque par la DATAR sur l'extension et les besoins de la ville. Donc la ville historique, de l'autre côté la ville du Mirail, au milieu la Garonne. Bon. Chose classique. Donc de l'autre, ce que j'appelle l'autre côté, le côté ouest, c'est les terrasses de la Garonne, sur lequel la ville du Mirail s'est implantée. Et vous voyez à droite, l'image de droite, les schémas généraux de la ville. Je ne vais pas développer ce sujet parce que ça vaudrait une conférence en soi. On va passer. Les projets de l'université de lettres de Toulouse-le-Mirail, les premières esquisses, vous voyez la figure originelle, un rectangle qui fait 240 mètres de long, 120 mètres de large, quelque chose comme ça. Un bâtiment qui est construit en R+1, R+2 maximum, donc une sorte de nappe gigantesque qui se répand sur le sol et complètement ouverte. Vous voyez le rapport, la ville historique, la ville du Mirail sur la partie de droite. Les réflexions que porte Candélis sur le modèle, comment construire une université qui se veut ouverte, hein, donc on est après 68, hein, donc c'est dans les commandes de M. Edgar Faure, dont le système qui soit une université la plus ouverte. Et vous voyez le texte, l'université est un lieu sans fin ni commencement, où les conditions sont favorables pour apprendre, pour enseigner, pour chercher. Et dans l'esprit de Candélis, l'université étant un lieu ouvert, n'est absolument pas réservé aux étudiants. C'est-à-dire l'université est ouverte aux pratiquants de la ville, tout âge, toute génération et toute classe sociale. Donc il y a des postures politiques très fortes, très marquées. Et considérant, un peu dans la continuité de ce que nous racontait Michel Serres, le problème de la connaissance, c'est à la fois un travail disciplinaire, mais à la fois, si vous voulez, une verticalisation, mais en même temps la recherche d'une transversalité, d'une horizontalité, afin que les savoirs se croisent de manière à créer, par cette sérendipité de l'instant, des choses qui dépassent les sujets traités. Voilà. Donc le modèle de Candélis, voilà le projet développé, hein, le projet initial, donc datant de 66, étant fini de construire. Moi j'ai quitté l'école en 74.
je pense que c'était à peu près terminé. Donc toujours un système, vous voyez bien le système de rues, de maillage, hein, vertical, horizontal, et puis tout ça traversé par la totalité des populations qui vont habiter dans les immeubles qui sont de part et d'autre du territoire universitaire. Le territoire universitaire n'est pas un territoire clôturé, marqué, hein, c'est à la fois un partage entre un espace public et un espace privatif dédié à l'enseignement. Voilà les maquettes de l'époque. Donc, ce grand travail de nappe, et puis tout le réseau des immeubles riverains qui viennent se bugger dessus, hein, plugger dessus. Voilà le site construit. Donc là, on est fin des années 75, avec le château historique du Mirail, tous les rives ouest de la ville sur laquelle s'est édifié le Mirail, c'était les lieux de villégiature des riches Toulousains de l'époque. Il y avait beaucoup d'eau, c'est les premières terrasses de la Garonne, donc la présence de l'eau, la présence de l'air frais. Et Toulouse est une ville chaude, hein, c'est un climat un peu comme nous avons à Nîmes. Donc les riches Toulousains avaient envahi toute la périphérie rurale de la ville. Voilà ce que le projet qui était construit, dont toujours ce qu'on appelle chez Candilis la nappe, hein, une trame de 6 mètres par 6, toiture en béton, plancher caisson, partout. Et tout ça, ça couvre la totalité du territoire. Ça fait 250 mètres de long, 100 mètres de large, percé de patios, des rues à droite, hein, que vous voyez ici, les promenades couvertes, abritées, qui donnent accès aux différentes salles d'enseignement. En haut, les images des façades avec les structures béton et les remplissages de panneaux coulissants ou de panneaux vitrés suivant les besoins. Bon, voilà le projet de Candilis. Mais quand Candilis fait ce projet, il le fait pour 10 000 étudiants. Et bien sûr, vous voyez bien compris que les choix politiques font qu'on divulgue le plus possible et on forme le plus possible des étudiants avec une progression énorme, nombre de bacheliers, je sais plus, français qui atteint un peu plus de 90%, et dont tous ces bacheliers finissent dans les champs universitaires, et les champs universitaires sont largement sous-dimensionnés par rapport aux besoins. Et donc à partir de là, la figure originelle de Candilis, pour satisfaire les besoins nouveaux, évolue. Donc voilà le Candilis qui a été terminé en 73, et on commence dans les années 80-90 à sortir de la figure originelle et puis de mettre des bâtiments qui correspondent le centre d'enseignement à distance, des logements. Puis ici, ce qu'on appelle l'Arche, qui est un bâtiment d'accueil de l'université. Hein, celui-ci, ce qu'on appelle les pétales, ce sont des amphithéâtres, et puis ici un UFR d'histoire. Bon, tout ce bâtiment, toute l'université se construit jusqu'en 1994, et puis ça reprend une autre génération de construction. 2013-2014, on démolit partiellement des Candilis qui étaient ici, on rajoute la bibliothèque qui est faite par Pierre Riboulet, un formidable architecte, une maison de la recherche, des UFR de langue, enfin bon. Tout le site s'occupe progressivement au détriment de ces surfaces-là qui étaient des stationnements pour les étudiants. Voilà le site tel qu'il est juste avant que nous intervenions. Donc avec la nappe Candilis historique, hein, la figure originelle qui est ici, ce bâtiment qui est venu finir la figure originelle et qui commençait à mettre en œuvre un processus de régénérescence de l'ensemble de ces structures par l'introduction des cheminements diagonaux, comme vous pouvez l'être dans une maille à New York, hein, quand vous regardez Manhattan avec Broadway, et puis tous les bâtiments dont je vous ai parlé, la bibliothèque, la maison de la recherche, le CNED, les logements ici, ben voilà, tout le site s'est largement occupé. Et voilà que l'université, donc préoccupée par l'inadéquation de ses locaux et l'état de ses locaux, s'est lancée dans des consultations diverses de consultants, de manière à savoir comment cette université pouvait évoluer et comment on pouvait la régénérer. Donc elle s'adresse à un cabinet qui s'appelle Urban, urbaniste toulousain, qui se livre à un schéma directeur, et vous voyez que ce schéma directeur finit par à peu près ne conserver du Candilis que cette partie, et puis construire, une fois que le Candilis est largement démoli, construire des bâtiments de grande quantité, de grande hauteur, de manière à satisfaire les besoins en surface.
Voilà le schéma d'Urban illustré, donc le Candilis maintenu, la création à la place du Candilis d'un grand espace vert qui part du château et qui prend les terrasses de la Garonne ici, qui vient de descendre et se terminer sur le CNES, augurant que peut-être un jour on franchirait la rocade toulousaine, revenir vers le centre-ville, dans des temporalités supérieures. Et puis en même temps, tout ce Candilis étant dégagé, la réalisation de bâtiments, qui faisaient donc l'objet de la consultation, de manière à accueillir les besoins de surface supplémentaires. Voilà le projet de la maquette d'Urban illustrée, hein, on voit très bien le concept général. Entre-temps, ce que vous voyez ici, c'est le métro aérien qui passe sous le bâtiment de l'Arche, et dont la station de métro se trouve ici. Donc l'université est desservie par un transport en commun de grande masse. Nous sommes à 5 ou 6 km à vol d'oiseau de la place, 10 km à vol d'oiseau de la place du Capitole. Donc, revenons à Candilis. Les qualités de Candilis, flexibilité, évolutivité, c'est incontestable. L'absence de frontières entre les enseignements. La communication entre les étudiants et les chercheurs très favorisée. Une relation avec la nature à travers les patios, la relation avec le parc assez formidable. Et une échelle humaine très largement proclamée. Les défauts, parce que ça figurait dans la consultation. Absence de repères, absence d'accueil, non-visibilité des entités pédagogiques, on ne sait jamais où on est, quoi, en gros. Incapacité du bâti à répondre aux objectifs fonctionnels et performantiels du programme. Et c'est là où le sujet se pose avec beaucoup d'acuité pour nous, qui nous amène à nous poser la question, est-ce que maintenir le Candilis est une véritable réalité? Parce qu'à travers le PPP, hein, je vais revenir à ça, bien sûr le programme demandait à ce qu'on réponde aux fonctionnalités attendues, mais en même temps imposer aux constructeurs, à Vinci, des performances contemporaines, en particulier énergétiques, de consommation énergétique incroyable, donc très largement 20% supérieur à la RT 2012, donc des objectifs considérables. Et puis là, c'est un engagement, hein. Ça veut dire que vous signez en bas de la page, il faut répondre à la question. Donc pour nous, une séance compliquée pour des architectes, parce qu'on se pose la question, sommes-nous à même de pouvoir maintenir le Candilis et de lui assigner les objectifs qui sont donnés dans le programme? Vous imaginez que les choses ne sont pas très simples, ne se font pas aussi facilement. De longs débats, de longues hésitations. Je vous ai dit que j'étais un très grand défenseur de l'idée du Candilis, mais en même temps, on se trouve confronté dans les réflexions avec nos partenaires techniciens, bureaux d'études, à faire le constat qu'on n'est pas foutu de le faire. On n'est pas foutu de dire on garde le Candilis, et ce Candilis rénové répondra aux objectifs qualitatifs et performantiels qui est assigné par le contrat. Donc on finit par avoir des sueurs froides et on finit par se dire il n'y a plus qu'une solution, c'est de démolir. Alors vous imaginez que nos amis de la société Vinci, ils n'ont pas sauté à pieds joints sur notre proposition, hein, parce qu'ils ont considéré qu'on se mettait dans une phase hors programme. Et donc, mais en même temps, ils étaient assez sensibles à notre posture, et pas que la nôtre, hein, à celle que tous les partenaires autour de la table mettaient en position, de manière à objectiver une prise de décision. Donc à un moment donné, ils sont arrivés à se convaincre qu'il n'y avait pas d'autre solution que de démolir le Candilis et de le reconstruire. Et étant passé par l'évaluation technique de ce que ça posait en termes de CO2, le fait de démolir les 70 000 m². Parce que vous imaginez que pour démolir 65 000 m² ou 70 000, je ne me souviens plus très bien, il faut casser du béton, il faut casser des fondations, il faut récupérer de l'acier, qu'est-ce qu'on en fait? Des camions, on consomme des carburants, bref. Cette étude-là a été menée, je pense qu'ils y ont consacré une quinzaine de jours, et à l'issue de cette consultation d'un bureau très spécialisé, ils ont fini par nous dire que ça n'avait pas d'incidence par rapport à d'autres solutions. Donc à partir de là, ils ont admis que l'on se mettait hors concours et qu'on pouvait démolir. Et nous sommes rentrés dans cette posture. À partir de là, je vous montre le projet qu'on a développé d'une manière plus libre. Ben voilà le terrain dégagé. Sur cette partie ouest,
c'est du Candilis conservé, mais qui ne rentre pas dans le cadre du PPP. Ça, c'est une procédure MOP traditionnelle, dont le sujet que nous avions à traiter, où le PPP portait sur la reconstruction d'environ 70 000 m², plus de retraiter tout l'espace libre, hein, qui est dans le bleu ici, tout le VRD retraité en totalité. Voilà la question qui nous est posée. Donc, que faisons-nous là? On se dit, il faut absolument qu'on réinvente Candilis, donc on repasse une maille sur le terrain. On repasse une maille, je vous expliquais la conception du projet. Donc voilà le Candilis existant. Voilà le Candilis, une fois le Candilis dégagé, le grand trou auquel nous sommes confrontés. Nous passons une maille structurelle de 10 m 20 par 10 m 20, à peu près le double de celle de Candilis, 10 m 20 en portée structurelle, c'est déjà une grande portée. Donc imaginez une technologie qui permette de le faire. Et cette maille de 10 m 20, 10 m 20, elle correspond à la fois à pouvoir assumer dans une maille du plus petit au plus grand, c'est-à-dire des amphithéâtres, des salles de classe et des bureaux. On reprend le schéma d'Urban, qui est quand même la grande continuité végétale entre le parc et l'ouverture vers la ville. On le considère comme étant un invariant. Bien sûr, considérer que l'université sur les pas de Candilis est une structure, l'université est absolument ouverte sur la ville, donc un cheminement piéton qui est un espace public et pas un espace privatif à l'université, installé à la fois dans un axe nord-sud, hein, et dans est-ouest vers les logements qui sont ici, l'école d'architecture de Toulouse étant ici, et de nombreux logements ici qui se trouvent de ce côté. Donc l'université réinstallée sur les mêmes bases que Candilis. Sur les plateaux, des plateaux que l'on veut flexibles et évolutifs, sur la base de cette maille. Et puis, les différentes UFR mises en place, considérant qu'aujourd'hui, ils sont ceux-là. On considère que l'UFR d'histoire et d'archéologie, je ne me souviens plus de la contenance, mais demain, elle peut être autre chose, se réduire ou augmenter en fonction de la reconstruction des champs disciplinaires. Donc, pour reprendre les thèmes de Michel Serres, il nous a incité, si vous voulez, à dire qu'au fond, dans le problème de l'enseignement, il y a ce qui s'appelle le partage des savoirs, c'est-à-dire tous les lieux où on est capable de se rencontrer en étant porteur chacun de notre culture et de notre compétence, qu'on soit littéraire ou qu'on soit scientifique, même s'il n'y a pas de département scientifique, mais entre l'archéologie ou la musique, les gens peuvent se rencontrer. Donc le rez-de-chaussée, qui est absolument livré en termes typologiques à tous les locaux qui sont dédiés à la rencontre et au partage des savoirs. Le deuxième volume, les lieux dont l'étage supérieur, les lieux de la diffusion du savoir, donc qui sont typologiquement des salles de classe et des amphithéâtres. Et enfin, au dernier niveau, deuxième niveau, les lieux de la création du savoir, c'est-à-dire les bureaux des chercheurs, des enseignants et des chercheurs, le one-to-one ou entre eux ou avec les enseignants. Donc cette typologie de nappe, 3 strates superposées et qui couvrent la totalité du territoire. Continuité altimétrique des planchers. Une nouvelle image, pour reprendre le sujet de Candilis, vous avez vu que dans le projet de Candilis, vous aviez toutes les rues qui étaient couvertes, abritées des intempéries. La même chose ici, à travers une canopée, mais qui est beaucoup plus haute, qui est à 8 mètres de haut, qui couvre la totalité de l'espace public. Voilà le schéma. Donc les différents UFR, tout ceci étant complètement remodelable, et la grande canopée qui vient couvrir, assurer à partir de l'entrée nord comme de l'entrée sud, le métro étant ici, ça fait 150 mètres de long. Et tout ce territoire qui est complètement ouvert maintenant, où on a démoli toutes les clôtures, et considérer que tout ceci-là est un espace public franchissable par la totalité des gens du quartier, venant des accès aussi aux véhicules automobiles, transports en commun qui viennent ici, comme avec le métro, et tout ceci est largement ouvert. Voilà les photos de la maquette qui ont été présentées au moment du concours. Donc vous reconnaissez le projet dans ses différentes configurations. Donc comme je vous l'ai dit, essayer de faire un campus qui soit modulaire, flexible, extensible, évolutif. C'est vraiment le sujet récurrent auquel nous a soumis Michel Serres. Donc je reviens, la trappe modulaire, les 10 mètres par 10 mètres 20 partout.
la compatibilité. Pourquoi le choix des 10,20 mètres? Vous voyez que suivant les différentes typologies, entre le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, on est capable de satisfaire les 3 sujets typologiques, à la fois le rez-de-chaussée, le partage des savoirs, à l'étage, la diffusion des savoirs. Tout ça, c'est compatible avec les 10,20 mètres. Et dans une configuration plus classique au dernier étage, un couloir central et des bureaux de part et d'autre des chercheurs. D'où la trame de 10,20 mètres. Je fais un parallèle sur un modèle. Regardez, vous avez ici le modèle Candilis, donc le même dimensionnement à quelque chose de près, la trame de porteuse de 6 mètres par 6, la nôtre de 10,20 mètres par 10,20 mètres, le nombre de patios au gré des besoins qui sont faits. Chez nous, une organisation un peu plus classique, traditionnelle, avec des couloirs périmétriques, bien sûr, l'utilisation des surfaces les surfaces périmétriques éclairées, des choses tout à fait traditionnelles. Pour montrer l'évolution des plateaux, rez-de-chaussée, avec les trous des patios, une configuration avec les espaces servants accrochés autour des patios, escaliers sanitaires, une configuration d'organisation avec à la fois des amphithéâtres en partie centrale, mais si on ne veut pas des amphithéâtres, on a autre chose. Voilà. Donc tout ça pour montrer que ce système-là est largement évolutif en fonction des besoins. Donc l'université sera capable de bouger au fur et à mesure de ses contraintes. Effectivement, ce modèle-là, il échappe, que ce soit à droite ou à gauche, sauf s'il est contraint par les circulations générales. Il peut s'étaler largement. En même temps, un campus, bien sûr, qui n'échappe pas aux préoccupations du développement durable. Nous sommes à Toulouse, comme ici, donc cultiver les champs de fraîcheur. Vous verrez, après, je vais développer la manière dont on a regardé la manière de concevoir le bâtiment vis-à-vis de cela. Bon, le traitement, le château historique, le grand parc du château, les terrasses, le château, la terrasse de la Garonne, le niveau bas, c'est celui de l'université. Voilà le territoire de Candilis, le grand jardin central de Candilis. Voilà ce que sont les patios de Candilis. Vraiment un très bel espace à vivre. Un dessin historique du château, de l'organisation du château au XVIIIe, avec la présence de l'eau. Nous sommes sur les terrasses de la Garonne, dont l'eau est un facteur important, que nous reprenons dans le projet, parce que vous voyez, nous installons à partir, bien sûr, toute la topographie est descendante vers l'est, vers la Garonne, dont toute une rivière qui vient s'installer dans l'espace vert, amenant fraîcheur. La voilà, tout l'espace central avec la rivière qui vient ici. Le grand jardin du château que vous voyez ici, tout à fait au fond, le grand jardin, et toute la partie du Candilis rénovée dans le cadre d'une MOP. Bon, ça, c'était le projet, c'est les images, c'est un cours de chantier. Ce n'est pas du tout porté dans le cadre du PPV, c'est porté par une autre équipe d'architectes. Mais je n'y retrouve rien de Candilis dans l'histoire, mais bon, ça pose la question là, de quelle patrimonialisation parlons-nous? Et puis le bâtiment que nous avons projeté et qui est en cours de chantier et de construction. Dont le grand jardin avec toute la rivière. Alors bien sûr, la géométrie n'est pas tout à fait comme ça, elle est beaucoup plus souple aujourd'hui, ça c'est en cours de réalisation. Bon, les références bien sûr que l'on voulait aborder par rapport à ça. Ce qu'on appelle le mail central, dont la grande rue publique qui traverse tout le site universitaire, à partir de la station de métro qui se trouve ici, et dans le cadre d'un retraitement de l'espace public. D'ailleurs, c'est un cabinet montpelliérain, c'est Alain Marguerite qui est chargé du grand projet de ville, du GPV de tout le quartier du Mirail, et qui est en charge de retraiter cet espace-là avec beaucoup de difficultés, de concertation, j'entends. Bon, des images de la canopée qui vient complètement assurer l'entrée, toute la partie accueil, la future partie accueil de l'université, toute la partie ici qui est destinée à l'évolution aux salles sportives, parce que ça c'est aussi une remarque de Michel Serres. Dans le programme, il y a des salles de danse, des salles d'expression libre dans l'université pour 1500 mètres carrés de mémoire. Et c'est vrai, plus un terrain de foot, tout ce que vous imaginez. Et dans nos réflexions, nous avions rejeté complètement au nord, et Michel Serres dit dans ce rapport-là que naître, c'est encore un esprit.
et que ce corps et l'esprit, il doit traiter de l'altérité, mais aussi de celui qui s'adresse à l'autre. Ben, il disait, mais pourquoi vous ne mettez pas tout ça devant? Parce que si les modes de gestion de l'université sont suffisamment ouverts, ben ça c'est ouvert et c'est à la fois praticable par les étudiants et aussi praticable par les gens de la ville. Donc un lieu de partage. La grande canopée, donc toute la rue nord-sud, complètement couverte, tout en béton, perforée, de manière à laisser rentrer, perforée mais vitrée, de manière à laisser rentrer la lumière naturelle. La trame de poteaux, là, vous voyez, entre les poteaux, c'est 10,20 mètres, ça vous laisse voir l'ampleur. Pensez que dans cette rue, il va y circuler 8 ou 10 000 étudiants d'une manière régulière, donc c'est une grosse densité de circulation, et puis de part et d'autre les UFR, qui sont des bâtiments, comme dans une université traditionnelle, dès lors que cette rue est considérée comme un espace public relevant de la gestion publique. Ce qui ne sera pas tout à fait le cas, j'y reviendrai dessus. L'organisation en 2 étages, plus un niveau inférieur, qui est même parce que le terrain, il y a une topographie qui le permet, avec des stationnements qui viennent dessous, et une continuité des stationnements avec la circulation générale. Toujours pareil, l'expression du mail central. Et vous voyez que sur ces images-là, c'est le niveau de la recherche, le niveau des chercheurs du one-to-one qui sont légèrement en retrait, de manière à rester dans l'épanelage général de Candilis. Au milieu de la rue, l'espace solidaire, c'est parce que dans un territoire universitaire, on n'est pas capable de lui faire rentrer de l'exploitation privée, hein, ce qui est à mes yeux assez dommageable, parce qu'au fond on est obligé de se rabattre ou sur l'espace solidaire ou sur le Crous, dont on connaît les formidables capacités à évoluer en termes du timing étudiant. On considère que dans l'université ici, il y a des logements qui sont habités. Au-delà des heures d'enseignement, il y a 600 logements. Donc ça veut dire qu'il y a de la population qui va vivre en tout ça dans le village solidaire. Aujourd'hui, c'est ces surfaces qui vont être données à un pressing, à un entretien de véhicules de roues, à de la restauration du monde. Enfin, un ensemble de choses qui vont permettre à ce que cette rue soit une rue publique. Et puis on se retourne, c'est l'entrée nord de l'université avec le bâtiment de la présidence qui est un bâtiment existant reconfiguré. La présence au milieu de cet espace bâti des jardins, des différents patios qui amènent à la fois confort, ventilation, lumière naturelle aux différents besoins. Toute la canopée qui court, hein, ça fait 300 mètres de long quand même maintenant. Vitré, hein, le serpentin que vous voyez, c'est la lumière naturelle qui vient rentrer. Le décalage de la circulation ici, c'est pour assurer un confort aérolique au bâtiment, de manière à ce qu'on ne soit pas complètement bâti par les vents nord-sud, donc ce qui nous a amené à faire ce déhanchement. L'expression sur les coupes sur les patios, hein, donc vous voyez bien le niveau inférieur avec les stationnements, et puis le niveau du rez-de-chaussée, partage des savoirs, diffusion des savoirs, constitution des savoirs. Bien sûr, je vais passer rapidement. Un campus qui est ouvert sur la ville, donc la totalité des modes doux, le métro, les transports de bus, les modes doux, vélo, bref, tout ceci est regardé, les circulations générales, tout le système diffusant des circulations piétonnes à travers tout le quartier. Voilà. Tout le réseau piétonnier libre, ouvert à tous. Bien sûr, l'inclusion de la voiture. Hein, je vous ai dit qu'on utilisait la topographie naturelle du terrain pour avoir des stationnements. Problème de la logistique, bien sûr. Hein. Donc, évacuation des déchets, livraison diverses, enfin, tous ces problèmes-là qui sont à traiter. Pourquoi ça ne marche plus ? Voilà, donc, malgré tout, les problématiques qui reviennent avec beaucoup d'acuité ces derniers jours, puisqu'au fond, on se trouve dans un discours un peu complexe où nous militons pour que l'université soit le plus ouverte et le plus intégrée à la ville, et aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'acuité, les problèmes de la sécurisation. La réponse que l'on fournit, dans la mesure où on veut maintenir que tout ça, c'est de l'espace public, mais ça veut dire qu'il faut assurer la sécurité au seuil d'entrée de chaque UFR. C'est pas faire autrement, mais au fond, que faisons-nous dans la ville traditionnelle ?
Et un campus qui se veut un lieu de vie. Donc on y trouve tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un café des humains, ce qu'on appelle le café des humanités, tout le commerce solidaire, bien sûr une crèche de 60 berceaux, à la fois ouverte aux étudiants et aux enseignants et aussi aux habitants du quartier. Voilà, bon, les aménités nécessaires à ce qu'une vie collective puisse se faire. Un centre de congrès, un cinéma intégré, enfin bon, je pense qu'on est... Bien sûr, je vais évoquer le stade, le City Stade. Enfin bon. Tout cet espace est largement ouvert à la totalité de la cité. Des logements nouveaux, en plus des logements qui existaient. 350 logements, la crèche est aussi ici. Hein. Et quand je dis logement des enseignants, c'est surtout, c'est pas tellement des enseignants, c'est une erreur un peu d'expression, c'est les logements des professeurs invités. Ce que vous avez dans cette université, comme partout, des enseignants qui viennent sur des cycles qui vont de 15 jours à 3 mois. Et qui sont donc là hébergés. Je crois qu'il y a une quinzaine de logements avec différentes typologies, parce qu'ils peuvent aussi venir en famille. Voilà, puis un bâtiment à l'extrême est qui est l'extension de la maison de la recherche, parce que bizarrement, dans cette université, des choix ont été faits, bien avant l'intervention, de séparer la recherche de l'enseignement. Ce qui nous paraît une singularité. Et dans notre première proposition, on avait revendiqué de faire différemment, mais là on s'est fait taper dans nos buts en disant qu'il fallait respecter le programme. Donc sagement, on est revenu à... Ce qui est assez étonnant quand même, parce que avoir un lieu qui soit différent pour de la recherche spécifique, qui soit détaché de l'enseignement, c'est un peu singulier. Bon, bien sûr, un campus environnemental, parce que ça, c'est des questions qui sont venues, dont on s'est livré avec nos partenaires bureaux d'études à regarder ce qu'était le climat, comment les régimes de température, le régime des vents, de manière à asseoir un peu notre proposition. Passer comment agissons-nous dans un système comme ça, entre un système passif et un système actif. Hein, donc, je ne vais pas vous faire passer assez rapidement. Donc, c'est le système hybride qui nous paraît le plus performant dans le cas présent, et le actif qui finit par... voilà. Voilà, donc tous les systèmes de concept, je vous ai parlé de la rue nord-sud qui se déhanche de manière à éviter les effets Venturi. Ça a été testé en virtuel. La présence de la canopée. Regardez le principe de Candilis, hein, vous avez les galeries qui distribuaient l'ensemble des locaux avec le parking dessous. Notre projet ne déroge pas beaucoup à ça, hein, donc notre projet c'est la même chose, sauf que la rue est beaucoup plus couverte, beaucoup plus haute, elle est protégée de la même façon que celle-ci, mais avec en même temps tout un régime de ventilation qui permet à cette rue de vivre, hein, et puis d'assurer à la fois de l'éclairement naturel, de l'éclairement naturel sur les façades. Et donc je remets l'image pour montrer comment ça s'est traduit. Voilà, le problème du Candilis toujours, ce qui était révélé, l'inconfort thermique, au-delà du fait que c'est mal isolé. Enfin bon, c'est des bâtiments qui ont quand même 35 ans maintenant. Vous voyez les échelles. Vous le comparez au bâtiment qu'on a fait, nous, que l'on est en train de construire. Bon, c'est à peu près les mêmes typologies qui sont utilisées. Voilà les ressources naturelles, la présence du solaire pour les récupérations d'énergie. Tout ça s'est mis en œuvre aujourd'hui. Et puis je vais vous montrer quelques images de la première tranche des travaux qui sont réalisés. Voilà, donc très gros niveau qualitatif, hein, porté par l'entreprise, lié au contrat, parce que là on est vraiment dans une approche de coût maîtrisé global. Pensez que ce bâtiment il va être géré par Vinci pendant 30 ans. Donc ce que l'on vit dans une MOP traditionnelle, c'est qu'on a tendance toujours à assez affaiblir le niveau qualitatif de l'investissement, parce qu'on ne se préoccupe pas de dans la durée, ce que ça coûte. Et en même temps, comme on est collectivement pas capable de mobiliser les financements qui vont à la maintenance, on aboutit à la désétude de nos locaux d'enseignement et d'autres d'ailleurs, de notre territoire. Bon, voilà, donc des éléments préfabriqués en béton blond, des châssis vitrés nature respirante avec store intégré, commande électrique, mais bon, un niveau qualitatif qu'on a rarement dans des niveaux d'enseignement.
les intérieurs de patio avec le travail de mise en couleur. Ce n'est pas ce qui me fait le plus vibrer dans ce projet, mais bon, ça fait partie des concessions. Les patios qui viennent d'être plantés, hein, qui sont accessibles, les classes s'ouvrent, les amphithéâtres vont sur les patios, et les patios sont des lieux où on peut y aller, on peut vivre dedans. Voilà l'ouverture le niveau du partage des savoirs, hein, les seuils, en réalité les centres de ressources, les bibliothèques, les cafétérias de chaque UFR. Au-dessus, les salles de cours et les amphithéâtres, et encore au-dessus, voilà, niveau, quand on a des bâtiments épais, la présence de la lumière naturelle qui rentre à l'intérieur du bâtiment. Les amphithéâtres. Tout ça, c'est réalisé maintenant, hein, ou une partie est réalisée. Donc, voilà, des salles de classe, où je ne me souviens plus ce que c'est. Vous voyez le plafond qui est laissé en béton brut de manière à travailler sur le problème de la thermique, hein, et les baffles acoustiques suspendues. Bon, voilà, les salles de classe. Et voilà la dernière photo, qui est à peu près le chantier il y a un mois et demi. Donc on voit à peu près maintenant que tout ce qui reste à construire, c'est quasiment fini cette partie. Et toute la canopée qui va être mise en place dans tout ça. C'est le dernier élément. Et le dernier élément du chantier va être la remise en état de l'ensemble des espaces verts, la construction des espaces verts et de tout l'ensemble du VRD. Voilà, donc excusez-moi pour avoir été un peu long, mais il me semble vous avoir exprimé les contraintes générales de ce dossier. Ici, je voudrais vous montrer le Candilis rénové ici, vous voyez, par rapport à l'ancien Candilis qui est là. Et donc, je n'arrive pas à comprendre la corrélation de cette rénovation avec celle-ci. Voilà, donc des interrogations sur le problème de la patrimonialisation, c'est une vraie thématique. Voilà, je vous remercie et je serai ravi de répondre à vos questions. Je vais vous donner quand même 3 chiffres. Le niveau de l'investissement de ce bâtiment, 70 000 m², 70 000 m² et je pense une douzaine d'hectares de traitement extérieur, y compris sous la canopée. Hein. C'est 175 millions de travaux compris honoraires. Et il y a 175 millions supplémentaires mobilisés pour la maintenance de ce bâtiment pendant 30 ans, y compris ce qu'on appelle le GER, les travaux qui sont mobilisés pour la rénovation, refaire les étanchéités. Les étanchéités seront refaites 3 fois, ça c'est contractualisé. Hein, donc, voilà. Et pour un loyer de 9 millions d'euros par an, que va payer l'université à la maison Vinci. Et au bout de 30 ans, ce territoire entretenu, ceci inclut, ces 9 millions n'incluent pas les ressources énergétiques parce qu'on est dans un chauffage urbain. Donc ça n'inclut que les dépenses électriques. Voilà. Ben, écoutez, merci. Tu disais au tout début que le choix de la procédure avait été déterminant pour votre posture en tant qu'architecte. Si nous n'avions pas été dans une procédure PPP, qu'est-ce qui aurait pu être imaginé ? Ben, on aurait pu garder le Candilis tel qu'il était. Tout simplement. Je pense qu'on aurait pu le garder, le rénover. Je ne crois pas, d'après ce que j'ai cru comprendre à travers les échanges de nos partenaires bureaux d'études, hein, spécialistes, qu'on était capable de l'amener à une ERT 2012 en termes de consommation énergétique, parce qu'au fond, on a le système de planchers caissons entre les galeries et les extérieurs sont des planchers en continu, donc on a des ponts thermiques partout. Non, mais c'est un vrai débat. Ben, c'est comme si on disait Notre-Dame à Paris, il faut qu'elle soit à la RT 2012. Quoi. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Donc, je crois qu'il y a là une vraie... ce dont je ne suis pas capable de parler là, dans l'histoire, c'est est-ce que le projet urbain a été concomitant avec la décision du PPP ? Je ne sais pas. Parce que si tel était le cas, je pense qu'ils se sont plantés. Je pense qu'ils ne pouvaient pas sortir un schéma général comme ça. Voilà.
Je ne sais pas ça. À un moment donné, il y a des problèmes de temporalité de décision que l'on connaît dans notre métier d'une manière récurrente et qui nous amènent à des postures assez particulières, qui nous font changer. Et moi, personnellement, qui est un ardent défenseur du candilisme, je me retrouve à être un des premiers à dire qu'il faut le démolir. Donc, c'est assez drôle. Vous imaginez que je me suis quand même pas mal baladé à travers ce concours. La première des choses que j'ai faites, j'ai pris un avion, je suis allé à Berlin quand même pour voir le Candilis de Berlin, qui c'est la même génération, même époque, même concept. La seule chose, c'est que les galeries de Candilis à Berlin, elles sont fermées. Donc le problème des ponts thermiques est un peu différent. Mais bon, les Allemands ont construit cette université à Toulouse, elle a été construite comme des rats, pour des rats, c'est-à-dire avec rien du tout, un peu de béton, un procédé industriel de plafond, de plancher-caisson, et puis rien. Donc une paupérisation d'entrée d'un bâtiment paupérisé dans sa construction au premier chef. Et derrière, pas un rotin mis pendant 30 ans en entretien, parce qu'on est incapable de faire ça dans ce pays. Et bien voilà, au bout d'un moment, vous avez un bâtiment, c'est une poubelle, quoi. Il est irrécupérable. Et puis se pose la question, pour aller plus loin, se pose la question majeure de l'assurance assurantielle. Quand on demande à Vinci ou à un autre de prendre en charge l'héritage et de l'assurer, il ne peut pas le faire. C'est importable. On est incapable de justifier les fondations, on est incapable de... Les règles du béton en 30 ans ont évolué d'une manière considérable. C'est injustifiable partout. Donc c'est pas faisable. Ça ne peut se faire que sur une décision politique, culturelle. Si tant est que l'on considère que la proposition de Candilis comme moteur de la divulgation de l'enseignement, quand même notre patrimoine collectif est suffisamment révélateur. Bonsoir, je m'appelle Jean, je suis architecte retraité. Et quand vous parlez de Candilis en Allemagne, il faut considérer qu'il y avait de l'argent pour le faire. Et ça a été fait, et on veut le faire comme s'il était une construction préfabriquée, ou presque, avec Sécut. Ce qui devient, comme vous avez dit très bien, que la manutention, aujourd'hui, c'est presque impossible. Et pour les mettre dans les règlements thermiques actuels, et ça va devenir problématique. Et dans les chiffres que vous avez donnés, j'ai pris ce qu'il va recevoir pendant les 30 années d'exploitation, c'est autour des 25% de l'écoute globale, avec la manutention inclue. Et ça suffira pour garantir une maintenance concrète et pour faire disparaître presque toutes les ponts thermiques existants. De la construction ancienne qui est retenue, pas de la nouvelle, qui en fait, c'est ça. Oui, oui. Dans le bâtiment que l'on construit, que vous avez sous les yeux, les ponts thermiques, il n'y en a plus. Déjà, aujourd'hui, nous sommes collectivement, professionnellement tenus à le respect normatif, et les ponts thermiques, où il n'y en a plus, où ils sont maîtrisés dans le calcul global. On ne peut pas échapper à un problème réglementaire qui relève de la loi et qui s'impose à nous, quoi. Donc, dans la conception de ce bâtiment-là, nos camarades de Vinci, donc vous imaginez que derrière, ils sont engagés sur des performances, ils n'ont rien laissé au hasard, quoi. Voilà. Alors, est-ce que le chiffre des 175 millions là, qui sont affectés à la maintenance, à l'exploitation du bâtiment, y compris nettoyage du bâtiment, des espaces verts, entretien de je ne sais plus combien d'hectares d'espaces verts et tout ça, ça inclut la totalité de ce chiffre. Alors, après, moi, je ne vais plus beaucoup parler de chiffres parce que vous imaginez que ça me dépasse très largement. Je ne suis pas foutu de corréler le loyer avec l'investissement et je ne veux pas me livrer à un débat sur le problème de l'EPPP est-il vertueux ou les typages. Honnêtement, je suis largement incapable de ça. En dehors d'avoir des postures idéologiques, je n'en ai pas et je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que je ne suis pas suffisamment à même de corréler tous les chiffres que je vous ai dit, quoi. Voilà. Moi, j'ai deux questions. La première, je pense qu'elle est simple. Pendant les travaux, où étaient les étudiants?
Et dans le jugement des offres, est-ce que la brièveté de la construction comptait pour beaucoup? Je ne parle pas des intérêts intercalaires, mais simplement de l'interruption probable de la vie étudiante sur le site pendant la durée de la construction. Et la deuxième question, c'est, vous avez décidé de ne pas garder le bâtiment tout en gardant son esprit. Est-ce que vous savez ce qu'ont proposé les 4 concurrents autres? Effectivement, le contrat qui s'imposait à Vinci aux autres, hein, c'était de maintenir l'université en activité. Donc je ne sais plus exactement, mais on a dû construire 20 000 m² de préfabriqués, hein, de manière à pouvoir assumer les opérations de tiroir. Parce qu'on n'a pas démoli tout d'un coup, là, hein, le schéma, on a démoli morceau par morceau de manière à réduire effectivement la facture et puis l'inconfort tout de même du recours au préfabriqué. Pas l'inconfort du préfabriqué, mais l'inconfort du déplacement. Voilà. Alors il y a beaucoup de préfabriqués qui ont été montés dans le parc. Hein, voilà. Donc les 20 000 m², ils ont été montés dans le parc et après le reste c'était le phasage des démolitions. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, c'était le... Excusez-moi. Ah, bon. Écoutez, en toute honnêteté, je pense que nos concurrents ont à peu près tous respecté le schéma directeur d'Urban. Mais je suis incapable de savoir comment, au-delà je vais développer une autre idée, comment ils répondaient aux exigences programmatiques. Je ne sais pas. J'ai vu des schémas où on refaisait le bâtiment de Candilis, on remontait les acrotères de 30 cm parce qu'une isolation de 4 cm sur le toit sous l'étanchéité, elle en devenait 18. Bon, moi, avec tout ce que ça veut dire. Et ce qui nous a amené à dire, nous, qu'on défigurait le Candilis quand on fait ça, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, au bout d'un moment, qui nous a amené à nous dire, bah, c'est pieux notre, et ce n'est pas vertueux. Voilà. Donc, démolissons le Candilis et essayons de s'inspirer de qu'aurait fait Candilis si la question lui était posée aujourd'hui. On s'est mis un peu dans cette situation, voilà. Après, nos concurrents, après ils ont fait des bâtiments qui répondaient au programme. Mais moi je me dis que déjà, dès les années 80, on a défiguré Candilis. Parce que dans l'esprit de Candilis, cet esprit de nappe, il avait 2 vertus. Ou la nappe continuait à s'agrandir au fur et à mesure des besoins programmatiques, ou alors on était dans la structure îlotière, hein, c'est-à-dire d'avoir des îlots à l'intérieur d'une maille de circulation, et ces îlots que l'on fait dans toutes les villes, on cure l'îlot et puis on monte en densité, c'est-à-dire on monte d'un étage. C'est ce que je vous ai montré dans le bâtiment qui était diagonal à un moment donné. Il est resté dans la figure originelle du Candilis, mais il a monté de 2 ou 3 niveaux et en plus il installait une circulation diagonale. Mais si vous, là, on pose des questions. La question que vous posez, me semble-t-il, corollairement est intéressante. C'est comment une structure universitaire qui n'est pas accompagnée de compétences architecturales ou urbanistiques gère son patrimoine. La gestion patrimoniale est une véritable discussion. Moi, je pense que s'il y avait eu cette compétence-là, on ne serait jamais sorti de la figure du Candilis et si vous voulez, on l'aurait régénéré, le Candilis. Et pour le régénérer, il fallait accepter de monter en altimétrie. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe dans notre chère vie. Et on voit beaucoup de projets qui ont des formidables ambitions, des formidables intentions, qui sont transformés par l'incurie et l'incompétence des gens qui la gèrent et qui ont à la gérer. Moi, je me posais juste une petite question par rapport à toute votre réflexion avec Michel Serres. De plus en plus, on envisage des enseignements à distance. Est-ce qu'on a toujours besoin de ces salles de cours en direct comme ça? Mais avons-nous besoin d'une université? Voilà, oui, tout simplement. Non, mais bon, mais c'est marrant la question que tu poses parce qu'au fond, le corollaire de tout ça, c'est un véritable débat. Et ça ne se pose. Il y a les MOOC aujourd'hui, tous les voilà. Donc Michel me racontait que quand il donnait un cours à Stanford, il le donnait devant 25 ou 30 personnes, peut-être
peut-être pas, c'est plus sélectif que ça, mais qu'en même temps, son cours, en temps réel, il était regardé jusqu'à 8500 personnes sur le monde entier. Donc ça finit par poser, après ça nous interroge sur l'évolution de notre mode de vie global, l'avènement du numérique dont on voit tous les jours, ce qu'il modifie largement nos comportements, et encore je pense qu'on n'en est qu'au balbutiement de la compréhension de ce que ça peut générer, mais pose cette véritable question. Ça peut arriver jusqu'au paroxysme de dire on n'a plus besoin de ça. Maintenant, je pense quand même qu'il restera toujours ce one-to-one, quoi, le plaisir d'être face à face. Voilà, donc cette désincarnation potentielle amenée par le numérique, elle a largement d'autres qualités, mais n'empêche que ça nous interroge sur notre mode de vie et sur la spatialité de notre mode de vie. Je crois que c'est un... Enfin, les questions se posent aujourd'hui sur le mode du travail, le télétravail, la distance. Il y a des réflexions qui ont été menées par Eiffage sur ce qu'ils appellent les tiers-lieux, qui sont des lieux de rien et de tout, à travers le problème de la mobilité, entre autres, qui est une véritable question sociétale, la concentration, qui pose le problème de la mobilité de tout un chacun, le problème de la mobilité qui est importable financièrement par la collectivité, on voit ce que ça coûte, les transports en commun, donc, qui pose des véritables questions et qui amène les gens à s'interroger à travers le numérique. Avons-nous besoin de nous déplacer ou nous déplacer d'une manière très courte ? Alors qu'aujourd'hui, si on prend Paris, on voit ce que ça veut dire. J'ai un cher copain que je vois là-bas, je lui demande son temps de déplacement pour aller d'un lieu à un autre ou de faire un chantier à Paris. C'est monstrueux. Donc ces questions-là, elles nous rattrapent et on aura à avoir des réponses. Mais il y a des gens qui réfléchissent. Moi, j'ai assisté à des colloques de sociologues dessus, qui travaillent là-dessus, effectivement, qui nous amène à penser qu'on aura des modes de représentation de notre vie collective différents de celles que nous vivons. J'irai pas plus loin parce que chacun son job. Voilà. Sinon, donc, un très grand merci à Gérard Huet de cette présentation. Et le 14 avril, donc la dernière conférence sera une présentation de l'œuvre d'une artiste femme sculpteur, donc Paul Pascal, qui a réalisé l'immense bas-relief que vous voyez à l'extérieur de ce bâtiment sur tout le soubassement, 23 mètres de long sur 3,50 mètres de haut. Nous sommes dans l'ancienne maison de l'agriculture, ici, et construite par Joseph Massota. Et c'est une artiste, une femme sculpteur gardoise qui a fait ses études de sculpture à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, où elle avait été reçue première, qui a accumulé des récompenses et divers prix à Paris, et choisi de revenir s'installer pour réaliser toute sa carrière de sculpteur dans le Gard. Elle a travaillé avec de nombreux architectes, et son œuvre est assez méconnue. Paul Pascal, même son nom, je crois que peu le connaissent. Et elle est vraiment l'auteur d'une œuvre exceptionnelle qui commence tout juste à être présentée. Un ouvrage de la collection Duo va être réalisé, la collection Duo de la DRAC va être prochainement réalisé. Et c'est Paul Plouvier qui est agrégé, qui a très bien connu Paul Pascal, qui va venir vous présenter son parcours et son œuvre lors de la prochaine conférence. Donc je vous invite vivement à venir y assister. Merci et à très bientôt, je l'espère. Bonne soirée.